des partis. Combien de fois a-t-on annoncé ou spéculé sur la fin de ces partis? Frédéric Lefebvre, même si certains partis représentent aujourd'hui vraiment de grands corps malades, comment ça se fait que ces structures tiennent encore, qu'elles résistent encore aujourd'hui, malgré leur mort annoncée à plusieurs reprises? D'abord parce que la politique française, le débat public en France, ça ressemble un peu au Stade de France. Tiens donc. Dans lequel vous auriez la droite et la gauche sur le terrain qui font de l'anti-jeu. Vous avez une troisième équipe qui s'est invitée, qui n'était pas prévue au programme. Vous avez une nuée de caméras autour. Mais dans les tribunes, il n'y a plus de citoyens, il n'y a plus que des clubs de supporters. Et en fait, la politique française se fait avec les clubs de supporters. Les partis politiques dans la Constitution sont là pour favoriser l'expression des suffrages, notamment, du coup, permettre la participation de nos compatriotes aux élections. Aujourd'hui, quand vous prenez le vieux clivage droite-gauche, celui sur lequel tout le monde construit tout, y compris de manière d'ailleurs souvent très fictive. Ce vieux clivage droite-gauche, quand vous regardez le résultat des élections, je pense par exemple les dernières élections régionales, c'était assez criant, puisque quand vous additionniez les gens qui refusaient le clivage droite-gauche, notamment en votant pour le Front National, qui décidaient de s'abstenir, qui décidaient de voter blanc, vous arriviez à quasiment 2/3 de nos compatriotes. Ça veut dire que la politique aujourd'hui, elle est menée par des partis politiques qui verrouillent le système. Vous évoquiez un certain nombre de partis qui essayent d'émerger. Il se trouve que le Parti socialiste, à travers une initiative gouvernementale, a verrouillé complètement la présidentielle avec un texte, tout le monde l'a dénoncé, j'ai d'ailleurs voté contre, comme quoi je ne vote pas tous les textes du gouvernement, contrairement à ce qu'on me dit. Et ma famille politique, et y compris et en particulier les plus proches du président de ma famille politique de l'époque, qui n'est plus président aujourd'hui, Nicolas Sarkozy, ses plus proches ont voté le texte de François Hollande pour verrouiller le système. Alors on va en parler parce que votre regard de l'intérieur est très intéressant. Emmanuel Rivière, est-ce que vous reprenez cette métaphore sportive du Stade de France avec ces deux équipes et ce stade malheureusement vide de son public? Mais totalement et désespérément vide. Et ça fait longtemps qu'on dit, et avec raison d'ailleurs, qu'il y a une crise de la représentation dans ce pays. Mais ce que montrent nos enquêtes, c'est que c'est encore pire et que ça va en s'accélérant. C'est-à-dire qu'il ne faut pas remonter très loin pour avoir un paysage qui était quand même meilleur. On pose dans toutes nos enquêtes une question de proximité à l'égard des partis. De quel parti on se sent le plus proche? Le premier parti de France en nombre de sympathisants, c'est les gens qui nous disent « je ne suis proche d'aucun parti ». Autour de 30% de manière structurelle aujourd'hui. Il n'y a même pas 10 ans, c'était entre 20 et 25%. Lorsqu'on interroge les Français, on le fait avec le Figaro Magazine depuis pas loin de 40 ans sur l'image des partis, il y a encore une dizaine d'années, la plupart des partis étaient tout au-dessus de 40%. Il y en avait que deux qui étaient en dessous, c'est le Parti communiste et le Front National. Aujourd'hui, il n'y en a plus qu'un au-dessus de 30%, c'est Europe Écologie Les Verts, essentiellement parce que écologie dedans, les gens trouvent ça sympathique. Alors, est-ce que c'est un phénomène spécifiquement français ? Non et oui. Nous conduisons les eurobaromètres pour la Commission européenne. La confiance dans les partis, dans les 27,5 pays de l'Union européenne, c'est 15%. C'est pas fameux. En France, c'est 4%. C'est le plus mauvais score. Donc, ce qu'on observe en Espagne, ce qu'on observait en Grèce, ce qu'on observe en Italie, a des échos chez nous. Il y a quelque chose qui tient encore, c'est la césure gauche-droite qui continue à organiser, mais combien de temps? Combien de temps? Le problème, en fait, c'est qu'il y a un double phénomène. Sociologiquement, la forme d'organisation que sont les partis devient obsolète et l'organisation spatiale de notre espace politique devient périmée. Alors justement, sur ce double phénomène, les années passent, les symptômes demeurent. Certains veulent changer les choses. Est-ce qu'ils vont y arriver? Je vais vous faire réagir tout de suite. On va écouter. C'est le pari d'Emmanuel Macron. Peut-il exister en dehors des partis, en dehors de ces structures? On écoute le presque candidat hier lors de sa réunion publique à Strasbourg. À quoi ça sert les partis? À recruter des gens, à les former, à désigner celles et ceux qui iront aux élections, et puis à constituer une idéologie commune. Nos partis politiques ne sont plus aujourd'hui structurés sur la même idéologie. C'est cela le biais de représentation que nous avons. C'est cela ce qui donne le sentiment à nos concitoyens qu'au fond, la démocratie est capturée. C'est cela ce qui est en train de se passer à travers le système des primaires, à travers la confiscation des débats par les appareils eux-mêmes. C'est le fait que sur tous les grands sujets que vous avez vus expliquer tout à l'heure, il n'y a plus aucun consensus
au sein des partis politiques tels qu'ils sont aujourd'hui constitués. Vous n'avez plus de vrai consensus. Vous avez des débats qui fracturent les pays. Et vous avez des primaires qui, en quelque sorte, quelques mois avant une présidentielle, sur des propositions, là encore, faites à l'emporte-pièce, servent à écraser les différences pour trouver des compromis boiteux. Isabelle Verhamasson, il est bon dans le diagnostic que nous établissons tous. Emmanuel Macron sera-t-il, entre guillemets, je mets vraiment beaucoup de guillemets, le sauveur ou l'homme présidentiel? C'est une autre question, mais que pensez-vous de ce qu'il dit, de cette respiration aujourd'hui dont on a besoin dans l'espace politique et démocratique? Alors vous savez, les hommes politiques, quand ils veulent montrer qu'ils sont différents, ils ont deux ennemis, c'est les médias. Systématiquement, on attaque les médias et on attaque les partis politiques. Et c'est ancien. Je veux dire, le général de Gaulle a posé comme principe sa lutte contre les partis. Il a d'ailleurs immédiatement créé un parti. C'est ça l'histoire aussi de notre démocratie, c'est que chacun critique les médias et ne pense qu'à aller dans les médias, et chacun critique les partis et crée un petit parti. Et ou regrette que les partis n'ont pas soutenu, je pense à Ségolène Royal. Ce qui me semble intéressant, c'est les paradoxes aussi que prononce Emmanuel Macron. La primaire, c'est le contraire de ce qu'il dit. C'est-à-dire la primaire, c'est d'une certaine manière la défaite des partis politiques. Les partis politiques étaient destinés c'était un de leurs premiers rôles de désigner leur chef, de faire la sélection des candidats, la sélection du chef. Or, d'une certaine manière, pour plein de raisons qui seraient très longs d'expliquer ici, les partis ont abandonné cette activité et l'ont confiée à un public beaucoup plus large, qui ressemble d'ailleurs au peuple. Et on dit même, dans certains cas, que les primaires sont un premier tour des élections au suffrage universel. C'est un peu le contraire de ce qu'a dit Emmanuel Macron, me semble-t-il. Donc il est dans une position qui est à la fois une position politique et une position de communication, qui ressemble de manière extraordinairement à celle de Ségolène Royal, qui elle-même s'inscrivait dans d'autres sillages. Ah oui, donc rien de neuf. Pas grand-chose de neuf, je dois dire. Vous partagez la même analyse? Ce qu'il invente, c'est d'une certaine manière un vocabulaire. Il invente des mots, mais d'une certaine manière pas toujours de manière très habile. Ségolène Royal le faisait. Là, je suis un peu dure parce que je pense à la bravitude. Mais en tous les cas, il a des choses comme le sourire constant, la rupture avec les partis politiques, la mise en scène participative, etc. Enfin, effectivement, tout cela se... Est-ce que vous êtes d'accord, Benoît Pellistrandi, quand on gratte sous le vernis, il n'y aurait rien de tout cela? Oui, en 1914 en Espagne, le jeune philosophe Ortega y Gasset fait une grande conférence qui aura un retentissement considérable où il oppose l'ancienne politique à la nouvelle politique. Bon, vous voyez, ça a plus d'un siècle, cette histoire de l'ancienne politique face à la nouvelle politique. Et ce qui est attaqué, c'est le système des partis. Et on le voit aujourd'hui, effectivement, dans tous les pays européens. Et en Espagne, c'était spectaculaire parce que l'apparition de nouveaux partis a déséquilibré le système. Mais c'est l'histoire de la démocratie, y compris l'échec de la démocratie. En Allemagne, entre 1928 et 1933, il y a bien l'apparition d'un nouveau parti, le parti nazi, qui déséquilibre tout. Et qui aboutit à la destruction. Donc il faut aussi mettre un peu de perspective, en ce sens que l'émergence de nouveaux partis de forme de contestation, je veux dire, c'est le mouvement même de la vie politique. Oui, mais il met du temps en France. C'est ça qui nous interroge ce soir. Et c'est pour ça qu'on vous pose la question, Frédéric Lefebvre. Autrefois, vous avez été, je le rappelle aux téléspectateurs, porte-parole de l'UMP. Certains disaient même porte-flingue de Nicolas Sarkozy. Aujourd'hui, vous prenez vos distances et vous dénoncez une sorte de verrouillage des partis politiques. Vous l'avez ressenti personnellement, vous-même, j'imagine, dans le cas de la primaire? Comment ça s'est traduit? Bien sûr. Je l'ai d'autant plus ressenti que... en fait, si vous voulez, les partis politiques, il y a deux choses dans ce que je viens d'entendre, et après je vais vous expliquer vraiment ce que j'ai ressenti. Bien sûr, dire que c'est la fin des partis politiques, non. C'est la fin d'un système, c'est-à-dire qu'il faut s'adapter à l'époque. Et donc, quand on regarde l'histoire, chacun passe son temps en permanence à s'adapter à l'époque. Et d'ailleurs, la première chose que fait Emmanuel Macron, c'est de créer lui-même un parti politique, parce que de toute façon, la démocratie doit fonctionner avec des partis politiques. Ce qu'il faut changer, ce sont les méthodes des partis politiques. Ce qu'il faut, c'est s'adapter à notre époque. Ce que fait Emmanuel Macron, ce que j'essaye de faire, ce que d'autres font d'ailleurs, Nathalie Kosciusko-Morizet aussi, par exemple, c'est d'essayer d'utiliser tous les nouveaux outils
de communication avec nos compatriotes pour essayer de changer le système de construction de la Mais décision. quel a été le déclic pour vous? On dirait que vous êtes passé dans une vie d'après. Est-ce que c'est le cas, Frédéric Lefebvre? On se souvient tous de vos déclarations tonitruantes auparavant, etc. Vous étiez vraiment Alors, dans le parti. Et aujourd'hui? Puisque vous voulez qu'on parle de moi, je vais parler de moi. Mais d'abord, moi, vous savez, j'ai commencé ma vie politique il y a très longtemps avec un homme, Jacques Chaban-Delmas, qui m'a appris une chose, c'est que pour réformer, il fallait additionner des différences. Ça ne m'a jamais quitté. Quand j'étais aux côtés de Nicolas Sarkozy, je l'ai été de nombreuses années, je l'ai conseillé, je pilotais ses textes au Parlement. D'ailleurs, les gens s'en souviennent ici au Sénat, mais c'était la même chose à l'Assemblée nationale. Quand il y avait un amendement d'un homme ou d'une femme de gauche que je considérais cohérent avec le texte que nous défendions, je l'acceptais. Je me faisais généralement taper sur les doigts par le chef du gouvernement ou par son équipe et par les partis politiques, par les groupes parlementaires. Parce que c'est pas comme ça qu'on fait. Quand vous êtes dans un camp, que quelqu'un d'un autre camp dépose un amendement intelligent, on vous demande de surtout pas prendre celui du camp adverse, mais de faire redéposer le même par quelqu'un de votre camp. Vous devez être alors un supporter fervent d'Emmanuel Macron, le ni droite ni gauche. D'abord, il ne dit pas ni droite ni gauche, je vous corrige, parce qu'il se trouve que je ne dis pas non plus ni droite ni gauche. Il l'a dit une fois, oui. Non, il dit il faut additionner droite et gauche. Et il dit qu'à l'intérieur de la droite, à l'intérieur de la gauche, il y a des fractures. Je pense exactement la même chose. Je dis d'ailleurs exactement la même chose. Je crois que c'est ce qui fait aujourd'hui d'ailleurs la difficulté des partis politiques, c'est qu'on serre les boulons pour que le vieux système tienne, comme les taxis serrent le boulon pour que le vieux système tienne face à Uber. C'est la même chose. Et aujourd'hui, ça ne tient plus, ça craque. Quand ma famille politique, enfin, peu importe, quelqu'un du groupe de mon groupe vient me voir au début de la législature pour me dire, surtout, on vient vous dire, il faut absolument voter contre le texte de Benoît Hamon. Le texte de Benoît Hamon, c'était le texte sur la conso que j'avais préparé moi-même comme ministre. Je l'ai écrit, ce texte. Je l'ai négocié avec les partenaires, je l'ai fait voter à l'Assemblée ces reniements-là et au qui expliquent Sénat aujourd'hui en première lecture, et on vient me dire est-ce que vous dites il faut que tu votes contre. Ces reniements-là qui expliquent aujourd'hui l'état d'un système politique? Allez-y. Oui. Qui aujourd'hui considère que ce système peut continuer de vivre ainsi. Votre analyse? Je pense aussi qu'il y a le fonctionnement même des partis qui pose problème. On a eu quand même le spectacle, vous avez rappelé tout à l'heure l'article 4 de la Constitution, les partis politiques concourent à l'expression du suffrage. Or, les partis eux-mêmes nient le suffrage à leur intérieur. Souvenez-vous du congrès de Reims en 2008, qui donne la victoire à Martine Aubry par une manipulation du vote des fédérations d'outre-mer. Et souvenons-nous de l'élection calamiteuse de Jean-François Copé à la tête de l'UMP, où là, ils ne savent pas faire une addition. Donc, qu'un parti politique, alors que la Constitution leur enjoint effectivement d'être le laboratoire où se fabrique le suffrage, s'exonère de ces règles élémentaires, il ne faut pas s'étonner, effectivement. Mais parce que les partis considèrent qu'ils sont au-dessus des règles. Voilà. Et en fait, d'ailleurs, c'est ce que j'ai vécu dans la primaire. Les partis, parfois certains responsables politiques, on ne va pas exonérer les responsabilités, oui. Mais bien sûr, mais ce que j'ai vécu dans la primaire, c'est ça. C'est-à-dire qu'on m'a dit, non, mais les règles, elles ne sont pas faites pour être respectées. Ce qui compte, c'est que tu respectes les règles non écrites. C'est-à-dire le code d'honneur qu'il y a entre nous. Mais les règles, elles sont faites en façade. C'est ça le problème aujourd'hui du fonctionnement de la démocratie. Comme dans tous les domaines. Mais c'est ce que je dis. Oui. Je crois qu'il faut aussi voir qu'il y a des différentes strates dans la vie politique. Il y a les règles, la Constitution, les lois. Il y a les stratégies des hommes politiques, des médias, etc. Et puis il y a l'opinion publique. Et l'opinion publique n'aime pas comment dire, l'opinion publique aimerait que tout le monde s'entende. C'est-à-dire que quand on interroge les gens, ils voudraient que la gauche et la droite gouvernent. Toujours ce gouvernement d'union nationale, il revient toujours. C'est vraiment. Ils ont raison. C'est quelque chose, donc, dans ce sens, les hommes politiques, à intervalles réguliers, signalent qu'ils vont gouverner dans ce sens-là. Et en réalité, dans l'action de tous les jours, ils sont obligés de faire avec les partis politiques, avec la décision, avec la stratégie électorale, avec le besoin finalement de cliver. Donc c'est ça la question en fait, c'est comment faire pour gagner les élections, pour faire plaisir à l'opinion publique et respecter les lois. Et alors c'est pas l'opinion publique, ce que je disais tout à l'heure, il n'y a plus personne qui regarde. C'est ça le problème. C'est que si les gens allaient voter, si on parlait aux gens, aux Français, je peux vous dire que les 125 étapes que j'ai faites du Tour de France que j'ai engagé depuis 9 mois, les gens, les Français, ceux qui croient plus à la politique, qui n'ont plus d'espoir, le mot que j'ai le plus entendu, c'est le mot suicide. Croyez-moi, eux, ils attendent que ça change. Ils veulent que les gens s'additionnent. Mais le problème, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que les partis politiques, aujourd'hui, peuvent gagner
les élections uniquement en s'appuyant sur les clubs de supporters. Vous avez beaucoup de Ils cherchent- réactions sur les réseaux sociaux. À l'instant, je voudrais vous faire réagir, Emmanuel Rivière, à celle de Jérémy qui vous dit non, le peuple, les Français n'en ont pas marre des partis, mais ils en ont marre des hommes ou des femmes politiques qui les dirigent et de leurs méthodes. Mais en fait, c'est vrai. C'est complètement vrai. C'est-à-dire, globalement, la cote des personnalités politiques s'est terriblement affaissée depuis 20 ans. Mais je ne crois pas du tout que les gens d'aujourd'hui soient bien plus mauvais que les gens qui avaient des cotes d'avenir dans nos baromètres supérieurs à 50%. Ça, je crois que c'est pas vrai. Je crois juste qu'on est à la fin d'un cycle. Il y a un problème qui est un problème structurel et qui ne va pas aller en s'arrangeant, c'est que la forme d'articulation du débat des partis politiques, la forme d'adhésion, d'affiliation partisane, ça c'est terminé. Mais il ne faut pas être que nostalgique. Quand les partis fournissaient à des masses des prêts-à-penser, ce n'était pas forcément un âge d'or non plus. Par contre, là où il y a une fin de cycle, c'est que, vous disiez tout à l'heure, le vieux clivage gauche-droite. Ce qui est vieux, c'est l'organisation gauche-droite de la pensée politique, et cette organisation, elle a 2 siècles. Mais qu'il y ait une espèce de fossé entre la gauche et la droite, que de part et d'autre de ce fossé, ils sont interdits d'être d'accord, sinon c'est contre nature, c'est scandaleux. C'est relativement récent, je parle sous votre contrôle. Mais enfin, jusqu'au général de Gaulle, il y avait bien un centre, il était éminent, il défaisait les majorités. Et c'est ça qui est un peu en fin de cycle. C'est-à-dire que moi je crois qu'il y a un décalage profond entre la manière dont le pays organise aujourd'hui, à cause de l'élection présidentielle principalement, un fossé entre la gauche et la droite, et la manière dont les idées des électeurs s'organisent. Vous avez dit l'essentiel, l'élection présidentielle, nos institutions, la Ve République, Benoît Palistrandi. Est-ce que et aussi, ce système-là verrouille tout? Et aussi, tout de même, une société qui est beaucoup plus transparente. C'est-à-dire que les médias sont beaucoup plus libres qu'ils ne l'étaient avant, en particulier la télévision et la radio. Les lois leur permettent de demander un certain nombre de comptes aux hommes politiques. Et on a vu, les conséquences sont cruelles pour les hommes politiques qui ont demandé la transparence et que ça s'est retourné contre eux. L'affaire Cahuzac, l'affaire Nicolas Sarkozy, enfin, les hommes politiques étaient totalement protégés à une époque, pas totalement, j'exagère, il y a eu des scandales, mais actuellement, ils sont constamment sous les feux de la rampe des médias, des lois qui permettent d'aller voir dans les comptes en banque, et ça, évidemment, ils payent cher dans leur image le prix de cette... Donc, Benoît Palistrandi, transparence, dégoût, on peut le dire parfois, en tous les cas, déconnexion de la population vis-à-vis des partis politiques. Et j'ajoute aussi quand même notre système, nos institutions également. Oui, parce que le Parlement ne joue plus véritablement son rôle et vous n'avez de poids que si vous avez du poids à l'intérieur du parti. Et les grands élus locaux qui pesaient en tant que tels sous la Troisième République ou sous la Quatrième République, qui étaient des républiques syncrétiques, hein, où ça bougeait, on travaillait. Alors, c'est pas idéal non plus, mais enfin, il y avait une possibilité, effectivement, il y avait une place pour les centres et le dialogue n'existe plus. Aujourd'hui, uniquement, tout dépend, mais là je parle sous le contrôle de Frédéric Lefebvre, du poids que vous avez à l'intérieur du parti et un certain nombre de députés ou de sénateurs qui ne pèsent pas, sont tout à fait marginalisés et comptent pour rien. Alors ça pose un vrai problème puisqu'ils ont normalement la confiance des électeurs et c'est devant leurs électeurs qu'ensuite ils essayent de rendre compte. Je vais vous laisser réagir dans un instant. Je voudrais qu'on évoque une tentative. Vous vous en souvenez, c'est celle de Daniel Cohn-Bendit, le fondateur d'Europe Écologie Les Verts, pour qui Internet est aujourd'hui, et c'est paraît évident, le moyen qui permettrait de révolutionner le travail des partis, bref, de faire naître une nouvelle démocratie au sein même des partis. On l'écoute. Ce qu'on n'a pas encore compris, c'est en quoi la démocratie participative, par exemple, peut être complètement rénovée par les technologies modernes, par Internet. Et qu'aujourd'hui, on a un fonctionnement classique de réunion, d'assemblée, de vote, disons, dans l'urne, qui ne tient pas justement compte des possibilités que donnerait Internet. Et en cela, je crois que c'est désuet. Aujourd'hui, l'espace Internet est beaucoup plus participatif, ou peut-être beaucoup plus participatif que les formes d'organisation traditionnelles de partis. Frédéric Lefebvre, pourquoi ces personnalités, lui et d'autres, sont écrasés, broyés par la machine? Pourquoi ils n'arrivent pas à émerger? Lui, peut-être Emmanuel Macron, je pense à Nicolas Hulot et d'autres, hein, la liste est longue. Pourquoi est-ce qu'il ça n'explose pas à un moment? C'est intéressant ce qu'il a dit, parce que moi je partage totalement son avis. Et vous remarquerez par exemple, ma modeste personne, pendant cette campagne des primaires, Dieu sait qu'on a essayé de me mettre tous les obstacles, vous l'avez vu. Enfin, en même temps, vous n'aviez pas tous les parrainages dans la poche, non, acquis. Hein. Mais je n'ai pas tous les parrainages, pourquoi? On a même été jusqu'à ne pas respecter les règles dans ma famille politique, et j'ai été le seul
parlementaire. Mais Candidat, pourquoi, mais Frédéric seul Lefebvre, ils ont tellement peur de vous? Ben, peut-être, oui. Ah bon. Mais peut-être, parce que justement, ils ont peur qu'on puisse débattre d'un certain nombre de sujets. Et il ne vous a pas échappé qu'on a gelé mon investiture, ce qui est quelque chose qui ne se fait pas dans ma famille politique. Simplement, pourquoi? C'est pas pour me faire peur. Vous avez l'impression que j'ai peur. On l'a fait pour faire peur à ceux qui me soutenaient. Non, mais j'ai pas l'impression que les autres candidats ont peur de vous non plus. Et c'est pas une question que les candidats aient peur de moi. C'est que, et c'est pour ça que c'est intéressant. Regardez, sur les réseaux sociaux, par exemple, avec l'aide des réseaux sociaux et de la presse quotidienne régionale, j'ai réussi à imposer en 9 mois dans le débat, vous verrez que ce sera au cœur du débat présidentiel, le revenu universel. On en a réalité. parlé sur ce On plateau. peut en parler longuement. C'est un sujet de fond important. Croyez-moi, ce ne sont pas les grands médias, entre guillemets, qui ont amené ce sujet sur la table. Pas du tout. Ça fait des années que quand je veux en parler, on n'en parle pas. C'est grâce aux réseaux sociaux, à ce que les mouvements qui ont été provoqués. C'est grâce ensuite aux réunions que j'ai pu faire sur le plan local. C'est parce que je n'ai pas hésité à travailler avec des gens aussi différents que Julien Bayou, Benoît Hamon, avec qui j'ai fait un débat dans 78. Donc ce ne sont plus les partis qui font émerger les idées, Frédéric Lefebvre. Mais c'est ça qui est intéressant. Et c'est ça que je voudrais que les partis comprennent. C'est qu'aujourd'hui, nous devons travailler avec les citoyens. Comme par exemple sur le RSI, là aussi, regardez, vous allez le voir d'ailleurs, tous les candidats aujourd'hui se positionnent sur ce combat que je mène depuis des mois et des mois. Pourquoi ils se positionnent? Parce que c'est un sujet qu'on a réussi à mettre sur la table. Donc ce que vous nous dites, c'est important. Emmanuel Rivière, est-ce que c'est le cas? On a l'impression de partis politiques qui sont des coquilles vides et finalement à travers les réseaux sociaux et d'autres outils de communication aujourd'hui et les think tanks, on ne les oublie pas, on arrive à faire émerger des idées nouvelles. D'autant plus facilement qu'effectivement, les partis apparaissent aussi désarçonnés par rapport au débat. Isabelle Ramasson rappelait tout à l'heure qu'il y a une espèce de sollicitation permanente des médias, on est tout le temps sur la brèche. Et ce que je trouve frappant, et ce qui est frappant dans le regard que portent les citoyens, c'est qu'on a l'impression que les partis sont beaucoup moins préparés. C'est-à-dire qu'il y a un sujet qui émerge et il n'y a pas... Ils sont suiveurs, oui. Mais ils sont surtout d'abord hébétés, puis se regardent les uns les autres au sein d'un même parti, constatent qu'ils ne sont pas d'accord, ne savent plus quoi dire, puis finalement l'un dit quelque chose, l'autre autre chose, et dans différents partis, il y a des clivages identiques qui se reproduisent. Et on a, je crois, là, cité 3 éléments quand même très... les partis ne servent plus, alors que c'était leur vocation, à sélectionner des candidats. Les partis n'arrivent plus vraiment à organiser la vie parlementaire comme ils le devraient. Et les partis n'arrivent plus vraiment non plus à organiser le débat d'idées. Ils ont un coup de retard. Ça fait beaucoup là quand même. Ça fait beaucoup, mais parce que je crois vraiment qu'on est à la fin d'un cycle et que ce décalage entre... Et on est d'autant plus proche de la fin d'un cycle, parce que si on est d'accord pour dire que la présidentielle est ce qui verrouille le clivage gauche-droite, alors, on est quand même à l'approche d'une présidentielle où il n'y aura pas la gauche et la droite. Expliquez-moi alors pourquoi il n'y a pas plus de responsables qui s'affranchissent de ces partis s'ils sont dans la situation que vous décrivez? Est-ce qu'il y a un manque de courage politique? On se dit corps du parti, point de salut? Bon, il me semble quand même qu'il y a une question clé, qui est la question de l'argent. C'est quand même par les partis que le financement de la vie politique s'organise. Oui, c'est le nerf de la guerre. Et par ailleurs, certes, ils ne sélectionnent pas, ils n'arrivent plus à sélectionner les candidats à l'élection présidentielle, mais c'est quand même eux qui sélectionnent tous les candidats pour les législatives, les sénatoriales et pour les grandes communes. Donc ils ont une capacité à redistribuer les bénéfices du suffrage universel absolument considérable. Donc on le sent bien, c'est une clientèle. Et par ailleurs, ce qui est aussi dramatique, c'est que c'est moins le vivier de militants qui fait émerger de nouveaux responsables politiques qu'une mince couche au service de ceux qui sont déjà en responsabilité. Il y a le parcours est connu, attaché parlementaire, conseiller ministériel, etc. Donc il faut tenir une vingtaine d'années et puis on décroche une circonscription, on est élu et pendant ce temps-là, on a effectivement perdu toute capacité à émettre des idées. On est devenu prisonnier d'alliances qu'il a fallu faire à l'intérieur du parti. Donc les partis restent des forces extraordinairement structurantes, d'où d'ailleurs la difficulté pour l'organisation matérielle de la vie politique, d'où la difficulté des mouvements qui essayent d'émerger, parce que c'est un coût, mais je dirais à chaque fois pour une élection présidentielle. Il y a eu Désir d'avenir, il y aura Macron, et puis on verra en 2022 ce qui Oui, c'est un élément non négligeable, c'est sûr. Je repose ma question, vous n'avez pas répondu tout à l'heure, je vous la pose à tous. Pourquoi ces têtes qui dépassent aujourd'hui, et peut-être que vous en faites partie, Frédéric Lefebvre, aujourd'hui avec ce discours-là, pourquoi est-ce qu'on a tendance à les couper? C'est une image symboliquement, mais pourquoi on ne veut pas de ces personnalités qui sortent du lot, qui contournent les partis Nicolas Hulot, Daniel Cohn-Bendit, Emmanuel Macron? Ils ne résistent. Il ne résiste. Le système politique ne veut pas d'eux, je ne parle pas de l'opinion.
Mais bien sûr, les systèmes politiques ne veulent pas d'eux. Le système, on va dire, ne veut pas d'eux parce que, pour une raison simple d'ailleurs, c'est que, en fait, ça fragilise le système lui-même. C'est-à-dire que la parole libre, tout d'un coup, d'ailleurs, c'est ce qu'on m'a dit quand j'ai voté, par exemple, le CICE, qui était la première mesure après 2 ans du gouvernement, enfin, de la succession de gouvernements dans ce quinquennat, qui prenait une mesure en faveur des entreprises. J'ai décidé de la voter. Qu'est-ce qu'on vous a dit? Mais j'étais le seul député de ma famille politique à la voter. Qu'est-ce qu'on vous a dit? Et ce que venaient me dire les uns et les autres, c'est en votant, tu montres que notre position est absurde. Donc surtout, ne le vote pas parce que tu nous fais passer pour des imbéciles. Moi, je leur ai répondu aux uns et aux autres, mais ne soyez pas imbéciles. Votez ce dispositif dont vous savez que même si ce n'est pas ce que nous aurions fait exactement, au moins ça va dans le bon sens. Alors Isabelle, voilà. oui, et c'est ça qu'il faut changer aujourd'hui. Moi, je ne crois pas qu'on ne veut pas de Nicolas Hulot ou d'autres personnalités comme celle-là. Le problème, c'est la on leur a parfois savonné la planche. Hein. Parce que oui, enfin, c'est quand même Nicolas Hulot qui a décidé de ne pas se présenter. Ah oui, cette fois, il avait quand même un boulevard et vraiment extraordinaire. Et ça aurait complètement tout changé. Je crois que le métier politique est un métier. Et que c'est extrêmement difficile. Malheureusement, disent certains. Oui, bien sûr, mais bon, voilà, la réalité, c'est la réalité. Et Nicolas Hulot, peut-être, et c'est peut-être pour ça qu'on l'aime. Moi, je suis la génération de Daniel Cohn-Bendit. On a grandi ensemble et on a aimé Daniel Cohn-Bendit, mais peut-être aussi parce qu'il n'était pas un homme politique traditionnel, donc il ne va pas non plus se coltiner avec la difficulté du profession politique, etc. C'est le cas de Nicolas Hulot. On aime des personnalités qui ne ressemblent pas à des personnalités politiques traditionnelles. On les aime pour ça, mais du coup, ils ne sont pas forcément prêts, affûtés pour subir cette incroyable, une amie me disait, boîte à claques que constitue la vie politique. Donc ça, je crois qu'il ne faut pas non plus aller voir des grands ennemis et des complots. Parce que la boîte à claques, c'est qui? La boîte à claques, c'est qui? La boîte à claques, c'est le système. C'est le système. Mais bien sûr. Je veux dire, et le système politique dans lequel il y a les partis, mais les partis protègent aussi. Les partis vous permettent de sortir de votre anonymat, de vous mettre en avant, de vous donner des circonscriptions. On ne peut pas vomir les partis sans voir je vais vous dire, des avantages. Il n'y a pas de démocratie pour l'instant sans organisation de la démocratie. Attendez, c'est exactement ce que je disais. Et c'est pas les réseaux sociaux qui vont changer. Mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai d'ailleurs moi-même constitué un parti qui s'appelle Nouveaux Horizons. Oui. On essaye de travailler de manière extrêmement différente. On a des groupes de travail qui se constituent de manière autonome sur les différents sujets, avec des gens qui travaillent parfois à distance, parfois dans différents pays du monde. On a bâti un certain nombre de réformes, une réforme pénale, les gens peuvent aller le voir sur le site nouveauxhorizons.fr. La publicité est faite. Une réforme pénale, mais bien sûr, nouveauxhorizons.fr. La réforme, elle est totalement différente de ce que construisent les partis politiques traditionnels, classiques, grands partis, qui travaillent tous avec les mêmes experts, qui font tous les mêmes réformes. Et la raison pour laquelle le clivage droite-gauche n'a plus de sens pour les gens, c'est qu'ils se sentent bien quand ils ont un gouvernement de gauche qui fait une politique de droite, que quand ils ont un gouvernement de droite qui fait une politique de gauche. À ce clivage. Et donc, la seule chose qu'attendent les gens, c'est qu'on sorte de tout ce qui est aujourd'hui un rideau de fumée pour faire comme... Parce qu'il suffit de regarder autour de nous, les autres pays d'Europe. Pourquoi les Allemands réussissent? Allez, l'exemple espagnol avec Benoît Pelestrandi, puis la conclusion avec Emmanuel Rivière. Alors en Espagne, c'est spectaculaire parce que vous avez un système qui était bipartisan, le Parti socialiste et le Parti populaire qui alternaient, et puis il y a eu, à la faveur d'une crise économique majeure. Alors, on oublie aussi les conditions dans lesquelles nous sommes actuellement. En Espagne, entre 2008 et 2012, 3 millions de foyers sont passés de 28 000 euros annuels de revenus à 22 000. Ils ont perdu 6 000 euros. 3 millions de personnes. Donc c'est un effondrement de la classe moyenne qui explique l'effondrement des partis représentant la classe moyenne, le Parti socialiste au premier chef, puis le Parti populaire, et donc la montée de la gauche radicale Podemos, qui est née du mouvement associatif et qui d'ailleurs se trouve dans une contradiction assez complexe parce qu'il y a d'un côté le cœur idéologique qui est un peu léniniste, enfin je veux dire. Oui. Bon, et puis vous avez tous les mouvements effectivement d'associations qui sont beaucoup plus vivants. Le parti centriste, Ciudadanos, qui exprime effectivement cette volonté de dialogue
entre la gauche et la droite. Mais ça bouge en tous les cas. Et oui, mais qui a été en même temps le seul qui a été sanctionné lors de la répétition des élections générales, parce que justement tenir cette ligne de crête du dialogue entre adversaires politiques, c'est extrêmement difficile. Mot de conclusion, Emmanuel Rivière, est-ce qu'on peut dire, je sais pas, les partis sont morts, vive les partis? De toute façon, oui, parce que les Français, d'une certaine manière, ils ont besoin de partis comme repère, et c'est, enfin, on pourrait dire de la Grèce la même chose qu'en Espagne, deux partis qui tiennent le paysage depuis des décennies avec un clientélisme incroyable. Et l'un d'entre eux, c'est toujours un peu le parti de gauche, d'ailleurs, qui est balayé, en l'occurrence le PASOK, remplacé par des choses qui ressemblent à Podemos et à Ciudadanos avec Syriza et Potami. Mais voilà, nous, on est dans un moment où les institutions tiennent. Mais je rappelle que si on dit que ça tient, c'est parce que l'organisation de la présidentielle, c'est un duel gauche-droite au second tour. Combien de temps ça tiendra si le duel n'est plus gauche-droite au second tour? Ce qui est en train de se présenter. Combien de temps, finalement, on tiendra avec ce système-là, alors que le sacro-saint affrontement entre la gauche et la droite n'est plus à l'ordre du jour, semble-t-il, du 7 mai 2017. Nous aurons sûrement l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup d'avoir été nos invités. Merci pour ce débat et cette analyse. La suite de votre émission.